On commence avec un tournoi de plus de 60 joueurs. À la 4e place, nous aurons une liste Aeldari dans le détachement Windrider Host. Les personnages, on commence avec Eldrad Ulthran, ensuite nous aurons Jenzar, et Lekis en tant que seigneur de guerre. Dans les unités de ligne, nous aurons 3 unités de 6 Windrider, entièrement équipées de canons shuriken, et pour le reste de la liste, une unité de 5 Banshee, 5 Rangers, 2 unités de 3 Shroudrunner, une unité de 5 Scorpions, 2 unités d'un seul marcheur de guerre, à chaque fois équipé des Brightlens, 3 unités d'un seul Warlock Skyrunner, 2 unités de 5 Warp Spider et petite précision au niveau des armes, nous avons un Exarch avec la Powerblade Array et l'autre avec le Deathweaver et le Spinret Rifle. Clairement, la Powerblade est là pour accompagner Lekis. Et on finit avec 2 Wraith Lord. Alors que la méta continue de s'adapter aux multiples déclinaisons de l'arsenal Aeldari, une nouvelle orientation se distingue peu à peu parmi les joueurs les plus aguerris, l'essor du détachement Windrider. Au cœur de cette liste, les emblématiques Jetbike Aeldari, exploités à leur plein potentiel grâce aux outils offerts par leur détachement dédié. Ce dernier leur permet non seulement de frapper avec une violence redoutable, mais surtout de se repositionner immédiatement après avoir tiré, notamment grâce au stratagème Overflight. Cela signifie des Alpha Strike efficaces, sans laisser de contre-attaque facile à l'adversaire, mais aussi une capacité de contournement inégalée pour contourner les lignes ennemies ou menacer les unités sensibles. Et bien sûr, une forte densité de tirs de saturation, capable de gérer à la fois l'infanterie légère et les unités plus résistantes, grâce à une spécialisation fine des escouades. À cela, la liste intègre des piliers qui ont fait leurs preuves dans d'autres constructions à Aeldari. Lekis, dont les capacités de soutien boostent considérablement l'impact des unités de tir. Les Warp Spider, toujours utiles pour harceler, scorer et gêner les lignes de tir adverses. Mais surtout, des Wraith Lords, qui deviennent de plus en plus incontournables dans les constructions Eldar. Ces derniers offrent un point d'ancrage solide, capable de tenir le centre ou de menacer une contre-charge dans une méta où la létalité est omniprésente. Alors que les tricks des Inari commencent à être mieux identifiés et contrés, cette version plus directe, mais toujours flexible du jeu Aeldari pourrait bien devenir la prochaine référence. Elle offre une alternative entre la pure létalité et les combinaisons des listes Inari, tout en restant fidèle à l'ADN Eldar. À la 3e place, ce sera une liste Custodes dans le tout nouveau détachement Lion de l'Empereur. Les personnages, on commence avec le champion des lames, un Shield Captain en armure Terminator à la russe qui aura l'optimisation supérieure création. On rajoute un Shield Captain cette fois-ci sur sa motojet Dawn Eagle avec l'optimisation Anmoni Mortis. Et enfin en tant que seigneur de guerre, Trajan Valoris. Du côté des unités de ligne, nous aurons 2 unités de 4 gardes custodiens à chaque fois avec la Vexilla et pour le reste, une unité de 2 à la russe, 2 unités de 4 Warden avec la Vexilla, 2 unités de 4 Prosecutor, une unité de 2 Vertus Praetor à chaque fois équipée des Salvo Launcher, 3 unités de 4 Witchseeker et dans les unités alliées, un Inquisiteur et l'Inquisitrice Kyria Draxus. Dans le tout nouveau détachement Lion de l'Empereur, l'Adeptus Custodes semble avoir trouvé un nouveau point d'équilibre. L'époque où l'on ne jurait que par 3 unités de Warden semble toucher à sa fin. Dans cette liste, on varie les plaisirs tout en gardant un socle de fiabilité. On retrouve des unités de garde custodiens, mais aussi de 2 unités de Warden toujours aussi précieuses, pour verrouiller un objectif ou encaisser la létalité adverse. Mais aussi des motojets pour projeter une menace rapide et s'emparer de points clés, ou harceler les lignes ennemies avec une capacité de retrait accru. Il y a aussi des choix d'unités pour le scoring, permettant de ne pas tout reposer sur la présence physique, tout en maximisant l'impact sur les primaires. Et surtout, l'élément qui surprend et intrigue, c'est la présence d'inquisiteurs, et leur interaction avec le nouveau détachement. Certaines interactions confèrent des bonus involontairement ou non, qui sont puissants aux inquisiteurs intégrés dans des escouades de garde custodes, notamment via leurs armes qui reçoivent les mêmes buffs que leurs hôtes. En pratique, un inquisiteur dans une escouade peut profiter de relances ou d'effets multiplicateurs. Et dans une armée où on peut double tir avec les escouades de garde custodiens, cela devient un multiplicateur de menaces non négligeable. La force de cette version repose sur une capacité à répondre à tous les types d'adversaires sans jamais perdre en pression ou en résilience.
À la seconde place, nous aurons une liste Astra Militarum dans leur détachement Combined Arms mené par Nassim Fouchan. Dans les personnages, on commence avec une escouade de commandement cadienne, une autre escouade de commandement mais cette fois-ci de Militarum Tempestus, un Rogaldorn Commander avec l'optimisation Grand Stratégiste, et en tant que seigneur de guerre, Ursula Creed. Du côté des unités de ligne, nous aurons une unité de 10 troupes de choc cadiennes, 2 unités de 10 combattants des jungles de Katashan et 2 grands blocs de 20 d'escortes de Krieg. En transport dédié, une simple chimère et 2 Taurox. Pour finir avec la liste, un Elrond, 2 unités de 10 Kasserkin, 2 Leman-Russ Battle Tank et un grand bloc de 10 Tempestutions. 2 podiums en 2 semaines pour Nassim Fouchan qui confirme une fois de plus qu'il maîtrise son sujet. Même si les récents nerfs infligés à l'Astra Militarum commencent à se faire sentir sur les performances de la faction, le cœur de la liste repose sur une combinaison éprouvée. Une base de tanks en fond de table, d'Eleman-Russ et Rogaldorn Commander fournissant une saturation constante et une force de dissuasion lourde. Des escouades de Kasserkin utilisées pour des projections offensives via des combinaisons de stratagèmes et frappes en profondeur. Bien joué, ces commandos permettent d'ouvrir un flanc, de s'assurer un objectif, ou alors d'éliminer une menace prioritaire dès les premiers tours. Et en première ligne, nous retrouvons les inébranlables d'escortes de Krieg. Des gros blocs d'infanterie absorbent la pression, tiennent les objectifs dans la durée et servent de tampon vital entre l'adversaire et les éléments clés du dispositif impérial. Ce qui freine désormais cette formule n'est pas son efficacité intrinsèque, mais l'évolution du contexte. Les récentes modifications de points et limitations de certaines synergies, en particulier autour des tirs indirects, ont réduit la marge de manœuvre de la faction. En parallèle, de nouvelles menaces émergent, armées plus rapides, meilleures en infiltration ou capables de casser les lignes de vue, ce qui diminue l'impact des bastions de tir statique. Nassim compense ces évolutions par une exécution millimétrée et insensibilisée du tempo de la partie, mais même le meilleur des généraux ne peut pas tout compenser indéfiniment contre un méta en pleine évolution. À la première place, ce sera une liste Ultramarines dans le détachement Gladius. Dans les personnages, on commence avec un capitaine en armure Gravis, avec l'optimisation à armure d'artificier. On rajoute un lieutenant et son arme combinée, Marneus Calgar, et Robud Guilliman en tant que seigneur de guerre. Pour le reste de la liste, ce sera assez simple. 3 Dreadnought Ballistus, une unité de héros de compagnie, un Gladiator Reaper, une unité de 5 infiltrators, un Invader ATV, une escouade de 5 scouts, et enfin 2 Vindicators. Dans cette composition, Robud Guilliman et Marneus Calgar avancent ostensiblement au cœur du champ de bataille. Leur rôle va bien au-delà de leurs statistiques impressionnantes. Ils captent l'attention, attirent les tirs et forcent l'adversaire à surinvestir pour les gérer. Pendant ce temps, l'essentiel de la puissance de feu reste intact à l'arrière, prête à répondre. Cette approche crée une dissymétrie dans la gestion de la menace. Soit l'adversaire ignore ces 2 mastodontes au risque de subir leurs assauts, ou alors il tente de les éliminer et s'expose alors à une contre-offensive mécanique dévastatrice. La liste ne mise pas seulement sur ces personnages pour faire la différence. Un Gladiator Reaper, excellent pour gérer les hordes et saturer les cibles légères, dans un environnement compétitif où de nombreuses armées se reposent sur des unités MSU, c'est un atout non négligeable. Un Invader ATV dont le rapport qualité-prix reste l'un des plus compétitifs du codex Space Marine. Ces unités rapides et relativement résistantes permettent à la liste de tenir des flancs, chasser des unités isolées, tout en étant suffisamment solide pour ne pas disparaître au premier tir perdu. L'ensemble constitue une structure fluide capable de tenir la table tout en punissant les erreurs et qui peut autant jouer le contrôle que la projection. Nous passons au second tournoi de la vidéo et il a regroupé plus de 250 joueurs. À la 4e place, nous aurons une liste Adeptus Mechanicus dans le détachement Hallows-Creed Battleclad. Dans les personnages, on retrouve en tant que seigneur de guerre Belisarius Cole. On rajoute un Skitarii Marshal, 2 technoprêtres Manipulus, le premier avec l'optimisation Sanctified Ordnance et le second avec l'optimisation Inloaded Lethality. Et on finira avec un techno-archéologiste. Du côté des unités de ligne, nous aurons une unité de 10 Skitarii Ranger, 2 de 10 Skitarii Vanguard, en transport dédié 2 Scorpius d'une Rider et pour le reste de la liste, un bloc de 6 Cataphrons Breacher, une plus petite unité de 3, une unité de 5 Pteraxi Skystalker, 2 unités de 5 Sicarian Infiltrator et un grand bloc de 10 Sicarian Ruststalker, pour finir avec 2 Scorpius Desintegrator.
Dans un environnement compétitif dominé par la létalité à distance et la pression constante sur les objectifs, l'Adeptus Mechanicus revient sur le devant de la scène avec une proposition efficace. Le joueur signe ici une performance brillante en hissant sa faction dans le top, démontrant la richesse tactique du codex et la résilience du culte de Mars à condition d'activer les bons protocoles. Au cœur de cette réussite se trouve le détachement Hallowscreed, qui apporte un ensemble de buffs offensifs et de mobilité capables de métamorphoser les unités de l'Adeptus Mechanicus de la simple saturation à une menace tactique raffinée. Ce détachement ne repose pas sur une mécanique unique, mais sur une boîte à outils bien pensée, mettant en valeur plusieurs profils en parallèle. Les brécheurs tirant un énorme profit des critiques sur 5+, transformant leur saturation en dégâts fiables particulièrement efficaces contre les unités d'élite et les armures intermédiaires. Les Rustalkers dans ce détachement bénéficient à la fois d'une portée offensive accrue et d'une excellente capacité à menacer les zones clés, notamment lorsqu'ils sont bien positionnés via le stratagème Analytical Divination. La liste s'appuie également sur de nombreuses unités à déploiement avancé, permettant de verrouiller le centre du champ de bataille rapidement, d'anticiper la manœuvre adverse et de provoquer des blocages. En combinant cela avec des unités mobiles et un feu soutenu, l'Adeptus Mechanicus est capable de maintenir une pression régulière et de contrôler le tempo de la partie. Une approche méthodique, pleine de promesses, redonnant au culte Mechanicus ses lettres de noblesse dans la compétition. Bon, c'est rare, mais j'ai un petit coup de gueule à faire passer. Dans ce tournoi, nous avons 3 listes orques dans leur détachement Mordaka, notamment la liste de Brian Sape et Manichima à la 3e et 2e place. Et je suis un peu partagé. Pourquoi ? D'un côté, je suis content, car je me dis que cela peut servir à réveiller Games Workshop afin d'équilibrer en urgence ce détachement. Mais connaissant les pairs de chez GW, j'ai peur que la faction subisse un nerf à mort, un peu à la manière des Custodes dans cette version et la précédente, passant d'une faction forte à une faction fantôme, puis de nouveau une faction forte, puis de nouveau à une faction fantôme, bref, ça fait le yo-yo et c'est exécrable. D'un autre côté, je me dis que Games Workshop équilibre régulièrement, et qu'il ne faut pas être idiot pour reconnaître l'aberration de ce détachement, ce qui fait que j'ai une certaine déception pour ces joueurs, car ils ont un très bon niveau de jeu, et donc pour cela ils pourraient très bien jouer une autre faction et tout de même arriver dans le top 4 du tournoi. Bref, un peu déçu, et j'espère vraiment que Games Workshop va régler ce souci rapidement. En attendant, nous subirons les Metaslaves, qui disparaîtront aussi rapidement qu'ils sont venus pour rejouer Ultramarines. Donc, je vous mets les 3 listes sans leur historique, car la flemme, et au pire, vous avez toujours les sources en description, et de plus, puisque j'ai la flemme, je ne ferai pas de débrief dessus. Allez, passons à quelque chose de plus intéressant. Au top 2 d'un tournoi ayant regroupé 70 joueurs. À la 2e place, nous aurons une liste Space Wolf dans le détachement Stormlands. Dans les personnages, on aura Logan Grimnar en tant que seigneur de guerre, Ragnar Crinière Noire, le lieutenant avec son arme combinée, 2 chefs de bataille garde-loup sur loup tonnerre, dont l'un aura l'optimisation instinct du chasseur, et bien sûr 2 seigneurs loups sur loup tonnerre. Côté transport dédié, on aura un simple impulsor. Pour le reste de la liste, ce sera 2 unités de 5 intercesseurs d'assaut avec leur jump pack, un bloc de 6 blade guard pour accompagner Ragnar, une unité de 5 scouts, 2 blocs de 6 cavaliers sur loup tonnerre et 2 vindicators. Dans une méta dominée par la létalité à distance, les orques en Mordaka à tout hasard, les Space Wolf prouvent que l'agression frontale a encore sa place au sommet du jeu compétitif. Avec cette nouvelle itération du célèbre Wolf Jail, légèrement mécanisé mais stratégiquement fidèle à l'original, les fils de Russe remettent leur adversaire derrière les barreaux, au sens littéral. Le principe fondamental de cette approche n'a pas changé, verrouiller l'adversaire dans sa propre zone de déploiement et l'y contenir le plus longtemps possible. La liste s'appuie pour cela sur la cavalerie sur loup tonnerre, appuyée ici par des blindés qui structurent davantage la manœuvre. Cette version actualisée incorpore des vindicators, portant une puissance de feu à courte portée, capable de punir toute tentative de percée ennemie, ainsi qu'un impulsor permettant une projection rapide des blade guard accompagnés de Ragnar, que ce soit pour contester un objectif ou pour compléter l'emprisonnement des loups tonnerres tout en s'attaquant à une unité adverse. L'ensemble offre à la liste une flexibilité sans sacrifier la pression, qui fait toute l'identité du Wolf Jail. Les loups tonnerres restent le cœur battant de cette stratégie. Leur mobilité, leur résilience naturelle et leur pouvoir de dissuasion les rendent idéaux pour contrôler le tempo de la partie. Une fois en position dans le No Man's Land, ils empêchent l'adversaire de sortir sans risquer une contre-charge dévastatrice. Dans un méta où beaucoup d'armées reposent sur des unités fragiles ou sur une gestion précise de l'espace, imposer une telle présence physique dès le tour 1 voire le tour 2 fit souvent à désorganiser totalement le plan adverse. Ce qui est remarquable, c'est de constater que même dans un environnement évolutif
évolutif, le Wolf Jail conserve son efficacité. L'ajout d'éléments mécanisés ne dilue pas la stratégie, il l'affine. Il devient ainsi possible d'adapter la manœuvre à différents styles d'opposition, qu'il s'agisse de MSU rapide, d'armée d'élite ou de construction plus statique. On finira avec, à la première place, de nouveau une liste Astra Militarum, mais cette fois-ci dans le détachement Marteau de l'Empereur. Dans les personnages, on commence avec 2 Rogue Eldorn commandeurs, dont l'un sera équipé de l'optimisation Calm Under Fire. À cela, on rajoute un technoprêtre ingénieur en tant que seigneur de guerre, et ensuite Ursula Creed. Du côté transport dédié, ce sera simple 2 Taurox. Pour le reste, 3 unités de 3 armes lourdes Katashan exclusivement équipées de mortiers, 2 Eland avec leurs canons infernaux, de l'Emanras Battle Tank, 2 unités de 5 Ratling, on rajoute un 3e Rogue Eldorn parce que pourquoi pas, et enfin une sentinelle de reconnaissance. Au sommet de la chaîne de commandement impérial, l'Astra Militarum continue de démontrer qu'il n'est pas nécessaire d'aligner une armée entière de Sion pour frapper fort. Cette liste, articulée autour de plusieurs Rogue Eldorn dont 2 commandeurs, et de l'Emanras Battle Tank, permet de miser sur une violence mécanique structurée, appuyée par les règles incisives du détachement Marteau de l'Empereur. La pièce maîtresse, c'est bien sûr le Rogue Eldorn. Grâce au détachement Marteau de l'Empereur, ces véhicules peuvent ignorer les lignes de vue et projeter leur puissance de feu au travers des murs. Un avantage important dans un environnement saturé de décordance et de cachettes pour unités fragiles. Ce style de jeu transforme chaque Rogue Eldorn en pièce d'artillerie mobile capable de forcer des angles impossibles et de punir tout ce qui sort trop tôt du couvert. L'efficacité de cette force de frappe repose aussi sur sa capacité à désorganiser les lignes ennemies à plusieurs niveaux. Les escouades de mortiers, bien positionnées à l'arrière, érodent les unités de soutien et interfèrent avec le scoring secondaire. Leur rôle d'attrition est certes discret mais vital. À l'avant, un cortège d'unités et de transport forme une barrière mobile, bloquant les lignes de tirs ennemis et forçant les mauvais échanges, tout en assurant un minimum de pression sur les objectifs, et empêchant les adversaires les plus agressifs de percer jusqu'au blindé. Cette combinaison crée une dynamique à la fois défensive et proactive, où chaque ressource est optimisée pour maintenir l'ennemi à distance, lui refuser le tempo et le punir à chaque tentative de manœuvre. Ce n'est pas une armée qui cherche à submerger, mais à étouffer lentement. Pas besoin de tricks, pas besoin d'effets spectaculaires, juste des canons bien placés, des ordres donnés au bon moment et un sens de la patience typiquement cadienne. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.